En 2019, nous avons parlé de la nouvelle ère de l'exploration lunaire à l'occasion des 50 ans d'Apollo 11. Depuis, les choses se sont concrétisées et la perspective d'une présence permanente sur la Lune semble être une question d'années, pas de décennies. On va regarder ensemble les missions prévues pour les prochaines années et comment un centre de recherche, base, colonie et même un village lunaire pourrait voir le jour. Afin de creuser le sujet, j'ai discuté avec Giuseppe Rebaldi, ex-ingénieur à l'Agence spatiale européenne et président de la Moon Village Association, une organisation non gouvernementale ayant pour objectif de favoriser la collaboration entre les nations et les organisations réparties dans le monde entier, en particulier dans les pays en développement, pour aider à matérialiser la vision d'une présence humaine permanente sur la Lune. Mais d'abord, pourquoi la Lune ? L'humanité y a déjà été 6 fois entre 1969 et 1972. On pourrait se dire que, quitte à réunir les meilleurs ingénieurs, les ressources et le temps dans l'élaboration d'une colonie sur un astre extraterrestre, autant aller directement sur Mars, là où aucun humain n'a posé le pied, puis ensuite s'étendre dans le reste du système solaire. Ne vous méprenez pas, le projet d'établir une colonie sur Mars est incroyablement excitant, et on fera sûrement notre premier pas sur le sol martien avant 2050. Mais si les humains souhaitent y ériger une présence permanente, nous devrons envoyer des milliers de tonnes de matériaux de la Terre à la surface de la planète rouge, en plus des humains, ce qui implique des centaines d'allers-retours sur un trajet qui prend environ 9 mois. C'est ce que SpaceX espère faire avec son vaisseau Starship. Mais passer du sol à l'orbite basse terrestre coûte 50% de plus que de démarrer en orbite basse et d'atterrir sur la Lune. C'est pour cela que nous nous retrouvons avec des fusées principalement constituées de carburant, de métal et d'un petit payload comme un satellite ou une capsule habitée. Autrement dit, la gravité terrestre est la plus grande barrière énergétique à l'exploration spatiale. À cause de sa taille, la gravité de la Lune est beaucoup plus faible que celle de la Terre. De plus, elle se trouve au bord extérieur du puits gravitationnel terrestre, ce qui signifie qu'une fusée décollant de la Lune ne se bat pas contre la gravité terrestre. En conséquence, les fusées ont besoin de presque 5 fois moins d'énergie pour décoller de la surface de la Lune que de la Terre. On pourrait donc embarquer bien plus de cargo pour Mars. Les avantages énergétiques sont clairs, encore faut-il pouvoir fabriquer du carburant sur place. Avant, il faut vérifier la quantité. On a des indications que tous ces matériaux sont là, nous aussi, mais il faut vérifier avec des missions d'exploration à quelle façon. Est-ce que c'est économique de chercher cette ressource sous la Lune? Alors, et ça, c'est maintenant la partie, je dirais, où on est maintenant. Il y a plusieurs missions qui vont essayer de chercher en faisant sous la place, pas dans l'orbite, mais aller des missions surtout sur la pôle sud de la Lune, où semble-t-il qu'il y a une quantité d'eau importante. C'est la raison qu'on parle de mettre en place des missions robotiques et ensuite des missions avec des hommes et des femmes. Les entreprises privées, en plus du transport et du ravitaillement, sont de plus en plus tentées par la possibilité d'extraire cette glace lunaire. Avoir de l'eau sur la Lune est évidemment une bonne chose pour les humains. Et oui, c'est dans le top 2 de ce qui est essentiel pour notre survie. Avec en première position l'oxygène, que l'on peut aussi récupérer de l'eau. Décidément, la glace sur la Lune est vraiment une bonne nouvelle. Mais surtout, cela nous offre la possibilité de fabriquer du carburant pour fusée. Ce qui ouvre la voie à une industrie. Un facteur clé pour accélérer le développement d'une présence humaine dans un nouvel endroit. L'accessibilité de la Lune, la faible barrière gravitationnelle et le potentiel économique des ressources sont les raisons pour lesquelles certains soutiennent qu'il est important de s'établir sur la Lune avant d'entreprendre la même chose sur Mars. Autrement dit, la Lune pourrait devenir une station de ravitaillement, réduisant radicalement les frais de voyage dans l'espace. Des coûts qui ont déjà chuté drastiquement dû aux récentes innovations dans les fusées, désormais réutilisables grâce à l'apport d'entreprises privées comme SpaceX et Blue Origin. Aller sur la Lune, c'est un système complet. Pour avoir un permanence sur la Lune, il faut développer un système complet qui nous permette de développer des technologies qui nous permettent de vivre sur la Terre. Ce qui concerne les questions spécifiques d'énergie, c'est évident que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Alors, l'efficacité des panneaux solaires, c'est beaucoup plus élevé, première chose, mais il y a aussi des aspects liés à la pompe gaz sur la Lune qui va réduire. Alors, peut-être, on va développer très vite des compagnies qui vont nettoyer les panneaux solaires. Ça, c'est une industrie, peut-être une des premières industries de nettoyage des panneaux solaires. Mais il y a des périodes aussi où les endroits ils sont dans l'obscurité et c'est évident que très probablement, on a besoin de production nucléaire. Et pour faire la production des nourritures, hein, déjà la considération d'avoir des serres. La production de serres, tu sais que déjà sur la station spatiale, ils ont des études très importantes pour développer en absence de gravité des nourritures.
La NASA est en plein dans le programme Artemis, sœur d'Apollo pour les connaisseurs de la mythologie grecque. S'il suit son cours sans obstacle majeur, les astronautes américains retourneront sur la Lune en 2024. Vu que les délais sont courants, surtout si on prend en compte Covid-19, on va plutôt dire deuxième moitié de la décennie. Avec à leur bord, la première femme et afro-américain à fouler le sol lunaire. 50 ans plus tard, il était temps. Ils ont quand même eu 6 occasions de le faire, mais bon, mieux vaut tard que jamais comme on dit. La NASA travaille au lancement d'Artemis 1 en fin d'année 2021, un vol sans équipage pour tester la fusée SLS et le vaisseau spatial Orion. Artemis 2, le premier essai en vol avec équipage, devrait être lancé en 2022. Ensuite, en 2024, la mission Artemis 3 enverra 4 astronautes pour leur voyage de plusieurs jours en orbite lunaire. Sur place, 2 membres d'équipage seront transférés au système d'atterrissage humain HLS. Après environ une semaine d'exploration, ils retourneront sur Terre. Une partie importante du programme Artemis est le Gateway, une mini-station spatiale en orbite autour de la Lune qui servira de centre de communication, de laboratoire scientifique, de module d'habitation à court terme et de zone de stockage pour les rovers et autres robots. La phase 2 du programme Artemis se concentrera sur des installations permanentes d'ici la fin de la décennie 2020. Artemis Base Camp est la base lunaire potentielle qui a été proposée. Cette dernière doit comprendre un module d'habitation, un système de production d'énergie, des équipements permettant d'exploiter les ressources in situ, eau, oxygène, matériaux de construction, et 2 types d'astromobiles, pressurisés et non pressurisés. Les scientifiques et ingénieurs tentent de déterminer l'emplacement précis du Artemis Base Camp. Il y a 2 caractéristiques clés parmi les nombreux éléments à prendre en compte. Le site doit profiter de la lumière du soleil presque continue pour alimenter la base en électricité grâce à des panneaux solaires, ainsi que modérer les variations de température extrêmes. Et il doit offrir un accès facile aux zones d'obscurité complète qui possèdent de la glace, généralement dans des cratères d'astéroïdes qui peuvent avoir des températures descendant jusqu'à moins 240 degrés Celsius. La région du pôle sud semble être la seule qui réunit ces 2 conditions. La lumière au sommet des cratères pourrait être directement canalisée dans les profondeurs grâce à des miroirs où elle chaufferait la glace et la transformerait en vapeur. De là, l'eau condensée serait acheminée vers une usine de traitement et séparée par électrolyse en hydrogène et oxygène. Ces gaz pourraient ensuite être stockés et utilisés comme carburant ou pour des piles à combustible. Actuellement, le cratère Shackleton est la cible principale de cet avant-poste. Une fois la phase 2 achevée, l'avant-poste deviendra progressivement une base plus importante et le tout prendra de plus en plus des allures de spatioport. Et Mars sera alors un objectif bien plus réaliste. Ceci dit, cela n'empêche pas une mission habitée vers Mars avant que de solides infrastructures soient établies sur la Lune. Elon Musk paraît déterminé, et c'est très bien d'avoir des pionniers prêts à redoubler d'innovation pour atteindre leur objectif que tout le monde juge impossible. Mais ce sera une mission avant tout pour marquer les esprits, faire rêver, inspirer, planter un drapeau, collecter plein de cailloux et revenir à la maison. Une base permanente sur Mars ne me semble pas réaliste tant qu'on enverra du cargo depuis la Terre, pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt. Ou alors il faudrait une révolution soudaine dans la propulsion de fusées. Toutefois, les plans de SpaceX incluent la possibilité de recharger en carburant directement les fusées en orbite. Donc elles utiliseraient beaucoup de carburant pour s'extraire de la gravité terrestre, mais ensuite elles resteraient en orbite, on enverrait à nouveau du carburant dans des lanceurs, recharger l'habitat principal, et la fusée pourrait aller se diriger vers Mars tranquillement. C'est une possibilité aussi très intéressante. Une autre idée qui séduit les astronomes est d'avoir un observatoire sur la face cachée de la Lune, constamment à l'abri des interférences de la Terre. Il pourrait être en partie assemblé sur Terre et envoyé à la station orbitale lunaire Gateway, en plus d'être fabriqué sur la Lune grâce à l'impression 3D. Vu que la face cachée n'est pas très hospitalière, l'observatoire serait contrôlé depuis la base au pôle sud. Pour son programme Artemis, la NASA va collaborer entre autres avec l'Agence spatiale européenne, japonaise, britannique, canadienne, australienne et les Émirats arabes unis. Mais vous allez me dire qu'il manque 2 acteurs de taille dans cette liste. Vous avez raison. En effet, la Chine ne peut pas légalement participer de manière substantielle à Artemis, du moins sans une nouvelle législation américaine. Depuis 2011, il est interdit à la NASA de coopérer sur des projets spatiaux avec ses homologues chinois, à moins que le Congrès n'approuve cette collaboration à l'avance. Du coup, il se tourne vers la Russie pour coopérer à la construction d'un avant-poste de recherche lunaire sur la Lune, International Lunar Research Station. L'administration spatiale nationale chinoise et Roscosmos, l'agence spatiale russe, en ont fait l'annonce dans un mémorandum daté du 9 mars 2021.
Cette collaboration ne sera pas fermée puisqu'ils ont également invité des partenaires internationaux. Contrairement à la NASA, on trouve un peu moins d'informations sur leur calendrier. Mais la Chine est un acteur qui démontre de plus en plus ses capacités dans l'aérospatial. Donc on peut compter sur eux pour poser le pied sur la Lune, et plus vite qu'on ne le pense. C'est l'avantage d'une autocratie, quand ils décident de faire quelque chose, ça rigole pas. L'agence chinoise a déjà lancé des missions robotiques sur la Lune et sur Mars, et a atterri avec succès sur la face cachée de la Lune, ce qui en fait le seul pays à accomplir cet exploit. Les responsables chinois ont défini les missions qui serviront de premier pas vers la réalisation d'une base lunaire. Cela commencera par Chang'e 6, qui récupérera des échantillons du pôle sud de la Lune, suivi de Chang'e 7, qui tentera de collecter des données sur les ressources disponibles autour de l'emplacement où la base lunaire pourrait être construite. Chang'e 8 testera ensuite les technologies qui alimenteront la base. Ce sera la dernière mission avant que la Chine ne commence la construction d'un avant-poste, selon le calendrier prévu. Donc probablement jusqu'à la mi-2030. On a donc 2 programmes de base lunaire en compétition. Ça sent la course à l'espace tout ça! On peut voir ces 2 futures bases comme rivales, mais on peut aussi le voir de la même manière qu'un village lunaire. C'est justement l'idée que met en avant la Moon Village Association. Évidemment, il y a un peu de compétition. Et la compétition, c'est une compétition clean, qu'on va dire, propre, c'est bien. Et dans tous les endroits, avoir une compétition permet d'avoir des produits qui sont mieux qu'il y a un monopole. Alors ça, l'important, c'est justement la raison pour laquelle il y a plusieurs stakeholders, mais il n'y a pas une plateforme, je dis, de les mettre en communication un à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle, dans 2017, on a créé la Mobile Association. C'est évident qu'il y a un bloc, on peut dire, ouest, et le reste du monde. C'est évident que les Américains n'ont pas besoin de Mobile Association pour faire des programmes ou des activités avec les Japonais ou les Européens, parce qu'ils les font pendant 45 ans. Mais la chose pas évidente, c'est d'avoir les Américains et les Chinois, par exemple, qui ne sont pas censés s'en parler pour des raisons politiques, en faisant que les programmes sont des programmes complémentaires. Voilà. Mais qu'en est-il des risques propres aux conditions lunaires ? Vu que la Lune n'a pratiquement pas d'atmosphère ou de champ magnétique, les résidents lunaires devront trouver comment s'abriter des radiations solaires, rayons cosmiques et micrométéorites. Une solution pratique serait d'exploiter les falaises, les canyons, les grottes et les tubes de lave causés par les anciennes activités volcaniques. Mais ça implique probablement des machines de forage, ce qui pose des défis logistiques de taille. Une autre solution plus simple serait de construire les habitats sur la surface et de recouvrir les modules de régolithes. En effet, le sol lunaire est composé d'un mélange unique de silice et de fer qui peuvent être transformés en briques suivant différents procédés. Avec l'impression 3D, il est envisageable que des habitats soient construits sur place, associés à des modules gonflables. Mais le régolithe n'offre pas que des avantages. Cette fine poussière s'insinue partout et pourrait endommager les véhicules, machines, outils et surtout l'organisme. C'est pourquoi il est proposé que les sites d'atterrissage soient situés loin des activités humaines pour éviter au maximum d'éjecter des nuages de poussière. Potentiellement des kilos de poussière. Parce qu'on n'aime pas la poussière, nous, hein. On n'aime pas la poussière. Alors, ce qui concerne la Lune, justement, aujourd'hui, on n'a pas de législation spécifique pour la Lune. Ni au niveau des ressources, ni au niveau de je dirais, d'éviter de générer des débris sur la Lune, ni au niveau de se créer des hazards. Parce que sous la Lune, il y a une quantité de dust. La combinaison de la dust, de la gravité réduite, fait en sorte qu'un lander, un atterrisseur, qui arrive de la Lune, peut produire une quantité de poussière énorme aussi à la distance de 3-4 km. Alors, une des premières choses urgentes, qu'est-ce qui est la distance minimale pour laquelle 2 atterrisseurs peuvent arriver sans donner dommage un à l'autre? Ça, c'est la première question, parce que la Lune, il est grande, mais les zones où les ressources se concentrent, aujourd'hui, apparemment, sont limitées. Alors, ça, c'est la première question. Alors, toutes ces choses-là, ne sont pas du tout réglées, on ne sait pas, etc. Bon, c'est la raison, comme j'ai dit, nous, on va essayer de donner une importante contribution comme association pour démarrer cette activité et le préparer pour la discussion propre, formelle. Un autre problème concerne les effets de la faible gravité sur l'organisme. Les humains n'ont pas été façonnés par l'évolution pour vivre ailleurs que sur Terre, ce qui cause une perte de densité osseuse et de masse musculaire. Si-Jin Lee, généticien à l'université du Connecticut, a pu envoyer une équipe de souris à l'ISS, la Station internationale spatiale, en décembre 2019. Certains des animaux ont été modifiés pour ne pas avoir de gènes qui suppriment la croissance musculaire. Certains ont été traités avec un médicament expérimental qui fonctionne de manière similaire, et d'autres ont servi de témoins non modifiés. Les souris modifiées et traitées
ont non seulement maintenu leur masse musculaire dans l'espace, mais ont même développé une meilleure densité osseuse par rapport aux souris non traitées, ce qui offre de possibles traitements pour ceux qui souhaitent s'établir sur la Lune sur de longues périodes de temps. Si nous surmontons ces obstacles, la Lune sera bel et bien un candidat pour l'expansion permanente d'Homo sapiens dans le système solaire. On parle généralement de colonisation pour décrire l'acte d'installer une communauté loin de son lieu d'origine. Bien que ce soit une définition neutre, après tout les plantes et insectes sont aussi des sujets de colonisation, ce terme est chargé d'un halo négatif. En effet, il implique couramment une culture établissant un contrôle souvent violent et discriminé sur une population native. Doit-on garder le terme colonisation lorsqu'on se réfère à l'espace? Y a-t-il des alternatives? Peut-on faire la différence entre colonisation et colonialisme? Ces questions dépassent la portée de cette vidéo. En tout cas en anglais, le terme settlement est souvent utilisé dans le contexte spatial. Mais en français, ça donne implantation. Implantation spatiale. Pas terrible. Personnellement, j'aime beaucoup le terme expansion spatiale, comme vous avez peut-être pu le constater, puisqu'il encapsule non seulement l'idée d'étendre la présence humaine dans l'espace, mais également d'augmenter la portée et la définition de l'humanité. Une expansion presque spirituelle au final. Comme si augmenter notre présence dans l'espace nous fera grandir en tant qu'espèce. Cela rejoint des aspects du cosmisme russe. Historiquement, les Européens se sont établis dans diverses régions du monde en suivant 3 étapes. La première est une expédition financée par un gouvernement qui découvre une nouvelle région. Une fois le drapeau planté, les explorateurs retournent à la maison. Ce n'est que lors de la deuxième étape que des pionniers s'installent dans des avant-postes permanents, mais ils dépendent toujours des ressources de la mère patrie. La troisième étape marque la véritable naissance d'une colonie autonome avec de grandes opportunités économiques, une immigration constante et la création de nouvelles richesses qui bénéficient au pays d'origine. Oh, et on peut rajouter l'étape du massacre des populations natives et l'assimilation culturelle, mais celle-là n'aura pas lieu sur la Lune. Pas moins que. La première étape a déjà été accomplie en 1969. Le programme Artemis et la station de recherche russe-chinoise compléteront la deuxième étape. À partir de là, les infrastructures de base seront en place pour enclencher la troisième étape. Les entreprises privées profiteront des opportunités économiques comme le transport de cargo, l'extraction minière, la raffinerie de carburant, la production agricole, la restauration, le nettoyage des panneaux solaires. La population va croître rapidement, ajoutant de nombreuses autres professions en plus des scientifiques et ingénieurs. Le tourisme jouera forcément un rôle avec des agences de voyage et peut-être des attractions à faible gravité. De nouveaux sports pourraient même faire leur apparition. On aura vraiment des compétitions interplanétaires du coup. Certains grands événements marqueront à jamais les livres d'histoire. Les plus positifs, comme la première lune de miel au sens littéral et le premier bébé extraterrestre, aux plus macabres, comme le premier meurtre, voire le premier conflit militaire sur la Lune. Lorsqu'une technologie nous permet d'évoluer dans un nouvel environnement, il devient très vite un champ de bataille. Sur Terre, dans les airs, sur les océans et sous les mers, l'espace et la Lune ne feront sûrement pas exception. Ensuite, on entre dans la spéculation et les récits de science-fiction. Certains envisagent la création d'un ascenseur spatial ou d'une catapulte électromagnétique pour la propulsion en orbite sans fusée. D'autres imaginent l'indépendance de la Lune et la création d'une nouvelle nation. Dans tous les cas, une présence permanente de l'humanité sur la Lune sera la première étape vers une colonie martienne et l'expansion dans le reste du système solaire. Et le fait que l'humanité considère ça comme la première étape pour les rentrées permanentes à l'extérieur de la Terre. Parce que ça, c'est la première étape. Imaginons que la Lune n'était pas là et il faut aller vers Mars. Si vous êtes intéressé par ces visions de colonies lunaires, je vous conseille la série For All Mankind. C'est une uchronie qui part d'un événement historique contrefactuel, à savoir que c'est l'URSS et non les États-Unis qui ont posé le pied sur la Lune en premier. S'ensuit une course à l'espace qui ne s'arrête jamais tout au long de la guerre froide. Je ne veux pas vous spoiler donc j'arrête là, mais disons qu'il y a des choses très intéressantes sur l'établissement d'une présence permanente sur la Lune. On peut aussi citer Ad Astra, 2001 l'Odyssée de l'espace et The Expanse, qui offrent des visions plausibles d'une ville lunaire. Ma conversation complète de 90 minutes avec Giuseppe Rebaldi sera disponible dans une semaine dans notre série de podcasts La Prospective, où elle l'est déjà si vous regardez cette vidéo après la date de publication. Il s'agit de l'épisode 23, disponible sur la chaîne YouTube dans la playlist appropriée, mais également sur les applications de podcast comme iTunes, Google Podcast, Podcast Addict et autres.
Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour découvrir nos prochains épisodes toujours consacrés au futur. Et n'hésitez pas à explorer nos précédentes vidéos et podcasts dans les différentes playlists. Merci de cliquer sur j'aime ou j'aime pas afin de nous rendre plus visibles aux algorithmes de YouTube, ce qui aide la chaîne à croître. Si vous avez des remarques ou un avis à donner, les commentaires sont là pour ça et vous pouvez aussi rejoindre le Discord The Flares, lien dans la description. Et enfin, sur le site the-flares.com, nous produisons du contenu exclusif premium, comme des documentaires ou des résumés audio de livres. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. C'était Gaëtan pour le collectif The Flares. Nous sommes vos fusées éclairantes. Nous sommes The Flares. Merci et à bientôt.